Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission L'entreprise d'après, dans laquelle nous évoquons à travers des entretiens l'urgence de la transformation des entreprises. Des transformations qui sont profondes et qui peuvent s'avérer anxiogènes pour celles et ceux qui font l'entreprise. Nous collectons ici des solutions concrètes avec des experts et expertes qui ont théorisé ou mis en application la place de l'entreprise dans la transition écologique. Bonjour Alexandre Gérard, Bonjour, oui. bienvenue dans l'émission. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît? Avec plaisir. Écoute, j'ai 51 ans, je suis entrepreneur depuis 25 ans, depuis que je suis sorti de mon service militaire. Mhm. J'ai eu la chance de créer une dizaine d'entreprises dans ma vie et de partir de zéro, donc de vivre beaucoup d'étapes, à la fois qui ont été magnifiques, d'autres qui ont été plus difficiles. Et j'anime un groupe qui s'appelle Innovon, qui a plusieurs activités, dont certaines qui ont quitté le groupe depuis quelques temps, comme Chronoflex, Freeze, Chronobox et Chronolink, qui était le pôle historique du groupe. Et en fait, aujourd'hui, je me consacre à deux activités qui me passionnent. Un, eh bien, transmettre ce que j'ai appris pendant une douzaine d'années sur les organisations collaboratives. Et deux, eh bien, je suis aussi passionné par les sujets de transition éco-sociétale. Et donc, c'est quelque chose sur lequel nous expérimentons un certain nombre de principes sur un écodomaine qui s'appelle La Fontaine, près de Pornic. Voilà. Excellent. Tu as écrit également le livre Le patron qui ne voulait plus être chef, qui parle de l'entreprise libérée notamment et de ta transition. Est-ce que tu peux nous dire, nous expliquer ce qu'est une entreprise libérée? Oui, avec plaisir. Alors, en fait, je veux proposer un regard et surtout, il ne faut pas me croire, il faut se faire sa propre opinion. Mais après beaucoup d'années, aujourd'hui, ce que c'est qu'une organisation collaborative, je préfère ce terme parce qu'entreprise libérée, aujourd'hui, ça a été beaucoup, c'est devenu clivant pour beaucoup de personnes et incompréhensible pour beaucoup de personnes. En tout cas, pour moi, ça a été le vrai terme puisque l'entreprise a été libérée de moi. Il a fallu que je réussisse à la libérer de moi pour qu'elle puisse se développer, s'épanouir. Voilà. Donc, c'est un terme que moi j'accepte avec grand plaisir. Mais pour beaucoup, collaboratif, c'est quelque chose qui est plus digeste, on va dire. En résumé, la différence, c'est quoi? Dans une organisation conventionnelle, l'équipe de direction prend des décisions pour obtenir du résultat et va gérer une exécution avec du command and control, du management intermédiaire, etc., etc. Dans une organisation collaborative, c'est un schéma qui est un peu différent. L'équipe de direction est là pour créer les conditions qui vont permettre au maximum d'équipiers de s'épanouir ou d'être plus épanouis. S'il y a plus de gens épanouis, il y aura plus de gens engagés. S'il y a plus de gens engagés, la boîte sera plus agile. Et si elle est plus agile, eh bien, elle sera plus performante. Mais donc, le résultat de la boîte, la performance de la boîte, est plus à voir comme une conséquence que comme un objectif. Et c'est ça la différence fondamentale. Donc, finalement, le but vraiment d'une équipe de direction dans une organisation collaborative, c'est de créer les conditions, un peu comme un jardinier, pour permettre au maximum d'équipiers de s'épanouir. La conséquence sera de la performance. Alors, performance économique si on parle d'entreprise, mais performance organisationnelle si on parle d'un service public, d'une collectivité territoriale, d'une ONG, etc., etc. Hein, donc, c'est la performance qui peut être économique si on est une entreprise. Ok, Voilà pour moi les différences. excellent. Et du coup, tu as déjà un peu répondu à la question, mais pourquoi on se lancerait dans une démarche de libération de son entreprise ou de son organisation, d'ailleurs? Est-ce que, il y a 6 ans, 5, 6 ans, tu aurais pu faire le pari qu'un gars comme Trump serait élu, que le Brexit arrive, que le Congrès américain soit pris d'assaut, qu'un seul gars réussisse en 20 ans à disrupter deux industries mondiales considérées comme imbougeables, quoi, l'aérospatiale et l'industrie automobile. Est-ce que tu aurais pu imaginer le Covid et le fait que le gouvernement, en quelques heures, dise la France s'arrête? Probablement pas. Même, certainement. Probablement pas. Ça, c'est pour moi les phénomènes d'un monde qu'on appelle VUCA. Alors, VUCA, c'est quoi? Volatile, incertain, complexe, chaotique et ambigu. VUCCA, volatile, incertain, complexe, chaotique et ambigu. C'est un acronyme qui a été imaginé par un colonel de l'armée américaine pour décrire le champ de bataille il y a quelques années. Et on est beaucoup aujourd'hui à estimer que c'est le monde entier qui est devenu VUCA. Face à des comportements aussi incertains, à des choses aussi imprévisibles, quelle est la meilleure compétence, la meilleure caractéristique, la meilleure qualité d'une organisation? Évidemment, c'est sa capacité à devenir très agile, à s'adapter en permanence. Et on voit que le système command and control, dans ce cas-là, ne fonctionne pas du tout. Hein. Donc, ma conviction, c'est que
le monde VUCA va s'amplifier de manière très, très importante. On va pouvoir en parler peut-être tout à l'heure. Et que face à ça, il n'y a pas, il y a pas 50 solutions. L'agilité sera probablement, c'est pas une garantie de survie éternelle, hein, mais sera probablement un moyen de faire face plus facilement. Ce qui n'empêche pas qu'aujourd'hui, des organisations très pyramidales, très contrôlantes, produisent d'excellents résultats. Mais ça voudra dire probablement que ces organisations, confrontées à des volte-face rapides de leur environnement, auront de plus en plus de mal à s'adapter. Ok. Il y a un facteur de résilience finalement de l'entreprise. Exactement. Ok, intéressant. Et alors pour rebondir justement sur cette notion VUCA, toute l'incertitude qu'on peut avoir, on vient de le vivre avec la crise sanitaire mondiale. Il y a effectivement beaucoup d'autres incertitudes. Comment aujourd'hui l'entreprise libérée s'inscrit dans toutes les contraintes que nous impose la transition écologique? Est-ce que tu saurais nous répondre à cette question? Alors, je dirais que pour moi, il y a 12 ans, j'ai été confronté à un choc assez dur qui a été la crise de 2009, et sur lequel, enfin, il y a 13 ans maintenant, sur lequel il a fallu faire face. Et je suis passé de 15 ans de commande and control, pour faire très simple, à une remise en cause complètement de mes fonctionnements. Bon. À l'époque, j'imaginais que personne ne pouvait être plus à même que moi de prendre des décisions pour faire avancer la boutique, mieux que moi, puisque j'en étais le créateur, et je m'imaginais le plus engagé pour pouvoir faire ce job-là. Bon. Eh ben, force est de constater que la réalité m'a démontré le contraire. Donc ça a été un premier choc pour moi il y a 13 ans maintenant. Et puis, il y a 7-8 ans maintenant, j'ai eu un autre impact fort dans ma vie, qui fait que dans les mêmes 3 mois, j'ai découvert des gens comme Jean Covici. Alors j'ai lu, rencontré, etc. Donc Jean Covici, Gaël Giraud, des gens comme Yannick Roudot, comme Marc Alevini, on pourrait ajouter Jared Diamond ou Dimitri Orlov, etc., 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 Arthur Keller, etc. Et finalement, j'ai pris conscience à ce moment-là que la société telle qu'on la vivait n'était pas pérenne à brève échéance et qu'il allait falloir remettre en cause un certain nombre de fonctionnements. Et je parle que de mon chemin. Hein. Et donc, là, il s'est passé 2 choses pour moi. Ça a été de se dire, tentons de décarboner le groupe à vitesse grand V. Et en fait, Chronoflex est un contributeur significatif, hein, en faisant l'équivalent de 6 fois le tour de la Terre chaque semaine pour faire les 120 000 dépannages qu'on fait par an. Eh bien, on consomme du carburant, beaucoup de carburant. Et aujourd'hui, il n'existe pas, absolument pas, de véhicules adaptés à ces métiers techniques qui permettent de faire ça avec une sobriété plus importante. Ça n'existe pas. Et pourtant, à l'époque, nous embauchons un jeune garçon qui s'appelle François, qui sort d'une école d'ingé, qui est fondu de permaculture, et on lui dit: François, tu as carte blanche pour pouvoir décarboner le groupe. Et au bout de 3 ans, c'est très violent. On se rend compte que c'est pas possible. Ce n'est pas possible. On travaille avec des laboratoires en Suisse pour essayer de désagréger par des bactéries les flexibles hydrauliques souillés, etc. On arrive à un constat, ce n'est pas possible. Et là, c'est d'une violence absolue, c'est-à-dire que la société telle qu'elle est, elle ne peut pas fonctionner sur des modes décarbonés. Hein. Vous savez tous que si on voulait respecter ce qui n'est plus même un fantasme aujourd'hui, c'est impossible, les accords de Paris, même si physiquement on pourrait encore le faire, mais ça n'arrivera pas, il faudrait qu'on divise par 6 nos émissions carbone chez nous, passer de 12 à 2 tonnes par an, ce qui est impossible pour personne. On ne peut pas dire divise par 6 ton niveau de vie, ça n'arrivera jamais. Donc le constat est violent, et là on arrive à une espèce de, enfin pour moi, une phase de deuil, quoi, qui est de dire ce n'est pas possible. Et donc on va essayer quand même de trouver des solutions palliatives, qui ne sont que des solutions palliatives, et on se tire une balle dans le pied et puis on se met un peu de crème, et on va commencer à planter des arbres pour recréer des écosystèmes, refavoriser la biodiversité, et pour donner un ordre de grandeur, on a planté en 3 ans 300 000 arbres, un peu plus de 300 000 arbres sur Madagascar, qui est un des poumons qui est très abîmé aujourd'hui, où là on forme des gens, grâce à une association qui s'appelle Planète Urgence, qui fait très très bien les choses, qui fait partie du groupe SOS. Et voilà, on les aide pour planter, 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 planter. Alors ça ne résout pas tout, hein, absolument pas tout, mais c'est d'essayer de faire un geste. Parallèlement à ça, eh bien, je me suis dit, si on ne peut pas faire les choses là, il faut que je retente autre chose à partir d'une page blanche. Et c'est là où j'ai souhaité investir dans un lieu, hein, qui est un écodomaine qui fait une douzaine d'hectares, qui est sur la côte ouest, sur lequel il y a une ferme, aujourd'hui 2 restaurants, bientôt 2 hôtels, et on essaye d'imaginer comment, eh bien, on peut
développer des principes d'économie régénérative. Alors qu'ils peuvent s'appuyer sur des principes comme local, hein. Si je Mmh. produis là où je consomme, il n'y a plus de carbone. Voilà. Alors l'énergie, l'eau, l'alimentation, etc., etc. Circulaire, pas de déchets où le déchet est une ressource, il faudra absolument lui trouver une ressource. Fonctionnelle, alors s'affranchir des logiques de possession pour aller vers des logiques de partage, de location, de commun parfois, etc. Le collaboratif qui est un sujet qu'on a déjà abordé. Voilà. Donc voilà aujourd'hui le regard que j'ai. Et si je voulais faire une phrase pour résumer tout ça, dans ma perception, les gens qui vont vers le collaboratif comprennent l'absolue nécessité de prendre en soin de l'environnement dans la boîte. Et très vite, on prend conscience qu'il va falloir prendre soin de l'environnement en dehors de la boîte. Et on arrive très vite à des réflexions sur les responsabilités éco-sociétales. OK, donc la prise en compte de son environnement direct fait qu'au bout d'un moment, en fait, tu prends en compte ton environnement à une échelle un petit peu plus grande, Mmh. l'environnement, la planète et l'environnement, Mmh. au sens large. OK, intéressant. Est-ce que tu penses donc que c'est indispensable d'être dans une transition, donc si on parle de libération ou même collaborative, pour justement arriver à cette prise de conscience? Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait des corrélations, hein. Je pense que nos amis asiatiques, avec des schémas qui sont pas tellement collaboratifs et libérés, vont vont travailler le sujet, hein. Donc ça n'empêche pas de s'attacher à des sujets. De toute façon, quand on touche à l'essence, à la finitude, hein, c'est-à-dire le fait que nous sommes des êtres finis et que la civilisation, elle aussi, eh bien, ça peut générer des réactions fortes, et pas forcément de le faire en collaboratif. Ce que je pense être un danger important, c'est-à-dire que les dictatures vertes qui sont appelées de leur vœu par pas mal de personnes, en disant de toute façon, comme on n'y arrivera pas avec des systèmes démocratiques qui n'ont que des visées court terme, et une bonne dictature ferait le job. Je ne participe pas de ce point de vue-là. Moi, je pense que ça va se dégrader, ça c'est certain. Je pense que le gros enjeu, c'est finalement de réussir à réinventer la manière de faire société. Comment on refait société ensemble? Et pour atteindre ce sujet-là, l'enjeu, c'est de réussir à désapprendre un certain nombre de schémas qui sont ancrés chez nous depuis des années et des années et des années. Et ça, c'est très compliqué. Et je crois que l'enjeu majeur, il va être là. Comment on réapprend à faire société? Peut-être que on peut imaginer que s'il y a 10, 15, 20, 50 kilos dans le monde qui tentent de changer les paradigmes, je prends des croyances, hein, c'est changer les croyances. Le monde actuel, il est basé sur une croyance qui est que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. C'est comme ça que tu peux aller voir ton banquier en lui disant tu me prêtes 100 et je te rends 105. Mais c'est une réalité qui n'a plus de fondement écologique. On le sait tous, ça n'a plus aucun fondement écologique. Donc, le jour où la société va accepter que cette idée n'est plus possible, que cette croyance est fausse, c'est un château de cartes qui s'écroule. Donc il va falloir désapprendre un certain nombre de paradigmes, de croyances, pour en poser de nouvelles, qui ne seront peut-être pas éternelles, et tenter de refaire société sur ces paradigmes. Excellent. Ça donne vraiment envie et du coup, la question qui me vient forcément, c'est comment on fait pour, libérer, en tout cas mettre son organisation sur la voie de la libération et du collaboratif? Alors si on revient sur le collaboratif, déjà ce qu'on peut dire, c'est qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Aujourd'hui, dans ma lecture, dans notre expérience chez Innova Experience, 90% des organisations qui essaient de se transformer échouent dans la transformation. Alors je peux citer 5 raisons principales. Le premier, c'est le manque d'ancrage du dirigeant. C'est-à-dire que parce qu'il a un copain qui lui en a parlé, parce qu'il y a un petit effet de mode, parce que machin, etc. Je veux y aller, je veux voir ce que ça fait, et puis on verra bien. Voilà. Ça marche pas du tout comme ça, parce que même comprendre intellectuellement le schéma et être capable de le vivre profondément avec toutes les remises en cause personnelles que ça nécessite, notamment de revisiter son rapport au pouvoir et de travailler son lâcher-prise, eh bien ça va faire que très souvent, à la première tempête, le patron est déraciné et il arrête. Bon. Et ça, la conséquence, c'est que ça fait beaucoup de mal. Donc ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est l'effet d'annonce. Tous les dirigeants qui annoncent la transformation, qui annoncent le grand soir en disant on va faire un truc super dans la boîte, on va se transformer, etc., c'est contre-intuitif, mais vont créer beaucoup de résistance. On pourrait, mon chiffre, c'est à peu près 70% des gens vont se mettre en résistance. Hein, une phrase qui résume tout ça très bien, c'est la phrase de Richard Turling, l'ancien patron d'Harley Davidson, qui a été une organisation collaborative pendant un certain nombre d'années. Turling disait ce n'est pas que les gens n'aiment pas changer, c'est qu'ils n'aiment pas qu'on les change. Et quand on comprend ça, on comprend que la transformation vient de l'intérieur. Hein. Vous connaissez cette phrase, la porte du changement s'ouvre de l'intérieur, ou cette phrase de Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Mmh.
annoncer la transformation, ça va créer beaucoup de résistance. Et peut-être pour les 30-40% de gens qui pourraient avoir envie d'une transformation, mais finalement, comme dans les 6 premiers mois, dans la première année, tu ne vas pas délivrer grand-chose parce que tu n'as pas fait ta mue personnelle, bah, tu vas créer énormément de frustration. Il y a une promesse magnifique que tu ne peux pas délivrer. Et ça, ça va créer beaucoup de descente. Donc, un, le manque d'ancrage. Deux, l'effet d'annonce, c'est catastrophique. La troisième chose, ça c'est plutôt dans les grands groupes, c'est la maladie de mettre des changemakers partout. Alors ça, on adore ça, on va mettre du change à tous les étages. Et tu remarqueras, c'est assez étonnant, c'est qu'il y a une corrélation directe entre le nombre de mecs au change et l'incapacité pour la boîte de se transformer. Et c'est incroyable, hein. Tu peux faire deux courbes, tu mets deux droites, c'est comme ça. Plus je mets de mecs et moins ça se transforme, c'est sûr. Alors pourquoi? Finalement, c'est assez simple. C'est que quand le dirigeant met en place une équipe pour faire son change, eh bien, il considère qu'il peut s'exonérer de la transformation personnelle qu'il doit faire. Il l'a déléguée. Mais ça ne marche pas comme ça, parce que le seul qui peut remettre sur la table son pouvoir, c'est le dirigeant. Je rappelle que le dirigeant, les transformations collaboratives, c'est un acte autocrate. Ce n'est pas un acte bottom-up ou collaboratif, parce que le dirigeant s'est vu confier par le législateur un certain nombre de pouvoirs, dont le pouvoir disciplinaire, etc., etc. Et si personne d'autre que lui ne peut renoncer à l'exercice d'une partie de ce pouvoir pour le confier pas à un autre, ça c'est de la délégation, ça c'est du monix, mais pour le confier à un collectif, sous le format d'intelligence collective. Si je mets des changemakers, ça ne marche pas parce que je considère que finalement j'ai fait le boulot. Et donc ça c'est une troisième chose. La quatrième chose qui ne fonctionne pas, alors je ne vais pas être très objectif là-dessus, c'est que, on va dire piloter une boîte, c'est être patron, c'est pilote d'un avion, si tu veux, on va faire une métaphore. Piloter une boîte en mode collaboratif, ça veut dire, tu es pilote d'avion, tu as lancé l'avion, et puis à un moment, tu sors du poste de pilotage, tu laisses la porte ouverte et tu dis, maintenant les gars, je vous fais confiance et c'est vous qui gérez. Et puis toi, tu restes derrière. Et tu es là pour 2-3 trucs de temps en temps, c'est tout. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, les mecs qui proposent d'accompagner les boîtes dans leur transformation, ce sont des gens qui sont au sol, qui regardent ce qui se passe en l'air, qui ont eu beaucoup de bouquins sur ce qui se passe en l'air, mais souvent qui n'ont jamais été passagers, et encore moins pilotes d'un avion. Voilà. Et donc, le fait que tu ne peux pas apprendre ce genre de transformation dans les livres. Si tu la vis pas, tu sais pas ce que ça fait. C'est tellement engageant, tu sais pas ce que ça fait. Et malheureusement, il y a un parterre extraordinaire. 99% des boîtes qui accompagnent les transformations n'ont jamais fait leur transformation. Et donc il y a beaucoup d'exemples où ça fait plus de mal que ça fait bien. Le dernier point, le cinquième point, c'est le fait que quand on veut changer sa boîte, on change sa boîte au premier sens, c'est-à-dire que je prends un processus que je vais confier à un équipier. Par exemple, ça fait 10 ans que toi, tu prends une décision dans ta boîte. Ta décision, sur ce sujet-là, ton expérience te fait dire que la réponse, elle est bleue. Tu sais que c'est bleu. Et puis là, tu dis, finalement, non, on va fonctionner différemment. Vous, là, je vais vous confier cette décision-là, les 10, là, vous allez bosser en intelligence collective. Je vous délègue complètement cette décision. On va faire du vrai collaboratif, même pas du participatif, on fait du collaboratif. Vous prenez la décision. Et puis c'est super. Et l'équipe bosse, et sort une réponse qui est jaune. Ah, qu'est-ce que tu fais? Comment tu vas le vivre? Tu sais que c'est bleu parce que ça fait 10 ans et tu sais que ça marche parce que ça fait 10 ans que tu fais. Eux disent, non, c'est jaune qu'on veut faire. Tu laisses faire ou tu laisses pas faire? Dans l'immense majorité des cas, il dit oui, d'accord, mais non, parce que ça va mettre la boîte en danger. Parce qu'en plus de ça, il prend les sujets majeurs et pas les sujets mineurs toujours. Donc, tu vois, le laisser faire, là, est vachement challengé. Et la majorité des cas, les gens ne vont pas laisser faire. Là, tu imagines, la boîte, elle est pliée parce que l'énergie que tu as donnée au groupe en leur confiant la mission, tu ne les reverras jamais, c'est fini. Et puis l'étape d'après, c'est imagine quand même que tu acceptes qu'il fasse jaune. L'étape d'après, c'est que tu réussisses à apprendre à dormir les yeux ouverts. Comment? Oui, exactement. C'est est-ce que je suis capable de bien vivre le fait qu'ils vont faire ce que je pense est une connerie, mais qui, comme tu le sais, effectivement, l'erreur est à la base du processus d'apprentissage. Donc, est-ce que j'ai suffisamment lâché prise? Et si je commence par ça sans avoir travaillé sur moi, ça marche pas. Donc, maintenant qu'on a vu ce qui ne marchait pas, les 5 raisons principales, les étapes qui marchent, en tout cas dans mon expérience, aujourd'hui, j'ai eu la chance d'aider une soixantaine de boîtes à faire leur mieux. Alors, parfois, elles ont fait, parfois, elles n'ont pas fait. Mais la majorité ont fait des choses absolument incroyables. Ça ne veut pas dire que c'est le seul chemin. Ça veut dire que ce chemin-là, je sais qu'il marche quand il est bien fait. La première, c'est la transformation personnelle et collective de l'équipe dirigeante. Je dirais que la réussite de la transformation d'une boîte, c'est
aux 2 tiers la réussite de la transformation du CODIR. Et dans le CODIR, les 2 tiers de la transformation du CODIR, c'est la réussite de la transformation du patron. Voilà. Donc la transformation individuelle et collective, on l'a cité tout à l'heure, c'est, pour résumer, euh, revisiter son rapport au pouvoir, travailler son lâcher-prise et travailler la qualité du lien. Ne pas verser dans les logiques de bienveillance, qui très vite basculent en bienveillance et très vite sont le voisin de la complaisance, hein. Mais plutôt aller dans une logique de parler vrai, dire les choses clairement, mais prendre soin de la qualité du lien. Donc on dit les choses, mais on ne dit pas n'importe comment les choses. Voilà. Et ça c'est la première étape. Une fois qu'on a fait ça, on peut s'attaquer à la deuxième étape, qui est la transformation culturelle de l'organisation. Et je pourrais le schématiser en disant, la transformation culturelle, c'est augmenter le niveau de confiance dans l'organisation, qui va faire que les gens vont suffisamment reprendre confiance en eux et dans l'organisation pour pouvoir prendre des initiatives, hein. La métaphore que nous aimons bien prendre pour ça, c'est, imagine que il y a un grand seau au milieu de la pièce qui représente la culture de la boîte. Et on est dans une boîte classique, donc la confiance est très basse. Donc il y a un niveau de confiance qui est très bas. Si le dirigeant et son équipe commencent à travailler la confiance, eh bien c'est comme s'ils avaient des petites cuillères. Ils vont prendre des petites cuillères de confiance qu'ils vont mettre dans le grand seau. Alors, au début de la transformation, ils sont, alors plus il y a de gens autour de la table et agir, et plus ça va se remplir vite. Plus ils expérimentent de choses, et plus ça va se remplir vite. Et plus ils travaillent sur leur transformation personnelle, et plus la taille de la cuillère augmente pour faire quasiment une énorme louche à la fin. Bon. Ce qui n'empêche jamais de temps en temps de mettre un coup de pied dans le seau parce qu'on fait une énorme connerie, et à ce moment-là, il va falloir recommencer à zéro. Voilà. Bon. Mais c'est une bonne métaphore pour expliquer comment on augmente le niveau de confiance. Comment on sait qu'on est arrivé au bon moment? C'est assez facile, en fait, ça se voit très facilement. Tu observes dans ta boîte des choses qui se font, sans que tu en sois à l'initiative, et sans que tu l'aies initié, et sans que tu en aies été informé, pardon. Sans que tu en sois à l'initiative et sans que tu en aies été informé. Et là, alors ça va te gratter au début, hein, toujours pareil, le lâcher prise, et là, ça commence à fleurir dans le jardin. C'est-à-dire que tu as fait ton boulot de jardinier, et les fleurs commencent à apparaître. Pas où tu aurais aimé, forcément, hein, mais elles vont commencer à apparaître. Et là, on peut dire on est prêt pour passer à l'étape 3. Et l'étape 3, c'est la transformation organisationnelle. Ce sont les processus décisionnels. Comment on s'affranchit d'une logique command and control pour basculer véritablement dans notre architecture d'entreprise sur du collaboratif. Donc finalement, c'est quoi l'autonomie d'un équipier, hein, comment on applique le principe de subsidiarité chez nous? C'est quoi l'autonomie d'une équipe? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Où ça commence, où ça termine? Comment on prend toutes les décisions inter-équipes, c'est-à-dire les décisions d'entreprise? Et puis, c'est quoi le rôle régalien du patron? C'est quoi le rôle régalien du CODIR? Ou c'est quoi le comité de sage, etc. Enfin, après, on peut décider ensemble de ça. Et quand on procède par ces 3 étapes, globalement, on arrive à faire des transformations assez belles. Et je dirais à l'échelle de temps, c'est autour de 1 an et demi à 2 ans, tu arrives à faire des transformations très profondes, très, très, très profondes. Et ça c'est vraiment c'est un bonheur absolu de voir des boîtes qui se transforment, y compris dans des grands groupes, hein. On peut citer plein d'équipes, des équipes chez Orange, chez Engie, chez Airbus, chez Bosch, chez Saint-Gobain. Il y a plein d'équipes dans plein de grands groupes qui, malgré des groupes qui sont extrêmement oppressants parfois, eh bien, réussissent à créer des bulles de liberté avec des fonctionnements collaboratifs qui donnent des résultats de dingue. Et alors, du coup, ça m'évoque une question directement. Tu as présenté le processus en 3 étapes. Et je sens qu'il y a une logique quand même séquentielle. La première étape concerne la direction, et particulièrement le patron, on l'a vu. Comment on fait si on n'est pas patron et que, donc pour les personnes qui nous regardent, heu, comment on fait pour initier potentiellement une transition ou au moins mettre sa société, son organisation sur cette direction? Alors, je dirais que pour moi, si tu veux faire quelque chose d'un peu pérenne, l'unité minimum, c'est quand dans ton équipe, tu vas gérer ton compte d'exploitation, tes RH et ton temps à peu près, quoi. Voilà. Donc ça c'est un MBU grosso modo dans un grand groupe ou une entreprise, une PME française. Bon. Là, tu as les mains pour pouvoir faire les choses. Si maintenant tu n'es pas dans ce contexte-là, quoi faire? Eh bien, on l'a dit tout à l'heure, les transformations bottom-up n'arrivent pas, hein.
Et si des gens, alors tu peux faire des choses. Alors tu peux travailler dans ton espace de liberté, hein. Si tu peux être tout seul avoir trois équipiers ou 20 équipiers, tu peux très bien identifier tes espaces de liberté et essayer de faire des trucs là-dessus. Bon. Et ça rendra ta vie beaucoup plus belle. Alors, tu vas prendre des injonctions du système, mais tu réussiras à faire des choses qui sont magnifiques. Donc ça, la réalité, c'est simple. Il faut travailler sur soi, donc se faire coacher, ça c'est mieux, perso. Hein. Et puis, pour travailler son lâcher prise, et puis apprendre des outils d'intelligence collective et de gestion des grandes tensions. Il y a plein de documentation, il y a plein de trucs gratuits sur Internet pour se nourrir et aller sur ce chemin. Maintenant, si on veut bouger le système, la réalité, c'est que c'est compliqué, y compris quand on démontre. Hein. Alors, c'est plus le cas maintenant, ou c'est beaucoup moins le cas maintenant, mais je dirais il y a 5-6 ans, dans un grand groupe français, lorsque tu avais une BU qui était plus performante que les autres parce qu'elle fonctionnait en collaboratif, donc imagine, tu as un terrain de golf et puis tu as un green qui est beaucoup plus vert que les autres, d'accord? Eh bien, pendant très longtemps, les directions de ces grands groupes ont préféré passer le round-up parce que c'était insupportable de voir un truc qui fonctionnait bien avec des méthodes non acceptées. Bon. Ce qui est moins le cas aujourd'hui. Alors ça dérange toujours le système aujourd'hui, mais c'est moins le cas aujourd'hui. Maintenant, si tu es un équipier et que tu veux demander à ton boss de changer de PME ou dans un grand groupe, moi ce que je propose, c'est simplement de confronter le dirigeant à une autre réalité possible. Pendant 15 ans, je ne savais pas qu'il y avait d'autres chemins possibles. Donc, en fait, notre responsabilité, c'est de confronter les gens à une autre réalité. Après, c'est leur choix. Donc, en fait, on plante des graines. Ça peut être des bouquins, ça peut être des vidéos, ça peut être des rencontres, ça peut être des conférences. Il y a plein de choses qui permettent de ça. Il y a les TEDx. Bon. À partir de là, on ne va pas pouvoir changer la chose. Hein. On sait très bien qu'en systémie, plus je pousse et plus ça va revenir. Donc, ça ne sert à rien de pousser. Pour autant, je peux mettre dans l'environnement de mon boss un certain nombre de signes qui prendra ou pas. Et si moi, je veux absolument bosser dans une boîte qui est collaborative, et si je vois que chez moi, ça ne se fait pas, ben, j'ai aussi ma responsabilité. Je peux me barrer et aller dans une boîte dans laquelle je vais pouvoir m'épanouir. Et du coup, tu viens de l'évoquer, la transformation, en fait, de la transformation vers l'entreprise libérée, on en a parlé tout à l'heure, provoque, finalement, une prise de conscience de la part des collaborateurs, des personnes qui travaillent, des enjeux environnementaux qui dépassent leur premier cercle et leurs cercles sociaux. Et est-ce que toi, tu as observé ça, non seulement chez toi dans ta propre transformation ou avec tes clients, les clients, que tu accompagnes aujourd'hui dans leur propre transition? Quand on fait un processus vision et valeur dans une entreprise, un processus collaboratif, on obtient souvent des résultats qui sont étonnants et qui sont bien au-delà de sa propre paroisse. Hein. Pour te donner le résultat d'un processus vision que nous, on a fait il y a plus de 10 ans, c'est engager ensemble pour un monde meilleur. Et quand tu fais des lignes de code ou des flexibles hydrauliques, ça peut paraître un peu bizarre, quoi, mais finalement, c'est ça qui nous fédère tous les matins. Et ce que j'observe, c'est que tous les processus vision et valeur qu'on a pu accompagner, qu'on a pu faire émerger, avaient tous une dimension supérieure, quelque chose, un intérêt supérieur à servir. Et très souvent, euh, connecté à la transformation éco-environnementale nécessaire. Voilà. Donc, en fait, c'est un peu dans la nature des choses, c'est-à-dire qu'on se reconnecte au simple, on se reconnecte au principe du vivant, bah, très vite, on se rend compte qu'il faut prendre soin du vivant. Voilà. Donc l'humain fait partie de la nature, l'humain est la nature, donc nécessairement en remettant l'humain au centre de l'organisation, on a, cette connexion qui finit par arriver et quelque chose qui, comme tu le disais, dépasse un peu Ouais. le caractère très organisationnel, en tout cas, de la transformation. Exactement. Alors, sachant que moi, je suis pour construire une économie. Pour moi, la lecture de l'économie régénérative, c'est une économie qui n'est pas anthropocentrée, mais qui va réconcilier l'homme et la nature. Hein, et notamment limiter les impacts de l'homme sur son environnement qui est dramatique. Et on sait tous que les trois choses qu'on va devoir affronter, c'est les perturbations climatiques, c'est la gestion de nos déchets qui est colossale, la pollution que l'on génère. Et puis la troisième chose, c'est l'effondrement de la biodiversité. Ce sont les trois défis majeurs que nous allons devoir adresser. D'ici fin 2030, si on arrive à tenir les engagements, demandés par l'ONU, la décennie d'action. Espérons en tout cas. N'oublions jamais que les entreprises sont des forces motrices très importantes dans les sociétés. Et donc la transformation des entreprises offre une véritable chance à la transformation sociétale. Excellent. Alexandre, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission avec nous. L'échange très inspirant. J'espère que ça inspirera aussi un certain nombre de personnes qui peuvent directement agir ou en tout cas initier des débuts de transformation comme on a pu le voir ensemble.
Et puis, bah, bonne continuation avec, Innovon et tous les accompagnements. On espère qu'on verra de plus en plus d'entreprises en transformation. À bientôt. À bientôt.